62% du territoire a été repris, mais un seul district suffisait encore à faire trembler tout le Burkina Faso. Ce contraste brutal expose une réalité dérangeante. Même lorsque les marchés rouvrent et que les rires reviennent à Nikami, chaque village libéré révèle aussi ce que la victoire ne garantit jamais, une stabilité durable. Alors que signifie vraiment cette fragilité persistante pour un pays dirigé par Ibrahim Traoré, et surtout pour ceux qui vivent au bord de la ligne de feu. Parce que dans la poussière de Tenko, une vérité plus profonde attend d'être comprise. Ce récit ne promet pas une simple chronique militaire. Il dévoile ce que coûte réellement la reconstruction d'un pays qui refuse de disparaître. La promesse est claire. Comprendre, en 10 à 12 minutes, comment une région autrefois brisée devient aujourd'hui le test décisif de la souveraineté burkinabé. Une souveraineté qui se mesure moins aux victoires qu'à la résilience des communautés qui se relèvent. Cette histoire n'explique pas seulement les événements, elle expose les enjeux humains, politiques et régionaux qui se tissent derrière chaque décision prise à Tenko ou Nikami. Et lorsque le Premier ministre se tient dans la poussière aux côtés des soldats, ce geste dépasse la symbolique. Il déplace la ligne entre un État observateur et un État présent, un État qui partage le risque. Ce glissement subtil, presque invisible depuis l'extérieur, est pourtant ce qui redessine aujourd'hui la carte du pouvoir dans l'est du pays. Le tournant est survenu plus tôt qu'on ne l'imagine, au premier semestre 2025, alors que plus de 72% du territoire repassait sous contrôle national, un détail passé inaperçu a modifié toute la dynamique du conflit. Ce n'était pas une victoire spectaculaire, mais un déplacement silencieux du rapport de force, perceptible d'abord sur les routes secondaires, puis dans les marchés qui reprenaient vie à Nikami. Ce mini-reveal marque le début d'une chaîne de causalité que beaucoup n'ont comprise qu'après coup. Lorsque le Premier ministre s'est présenté à Tenko sans protocole, il n'a pas seulement montré la présence de l'État. Il a signalé aux unités locales que la stratégie nationale changeait de nature, devenant plus décentralisée, plus proche du terrain et moins dépendante des calculs politiques de Ouagadougou. La région autrefois appelée Sanctura Est, effacée par des années d'attaques et de désertion, est devenue l'endroit où l'on pouvait enfin tester une nouvelle coordination entre soldats réguliers, volontaires, VDP et administrateurs locaux. Ce n'était pas une théorie, c'était une adaptation forcée par le terrain, où la moindre erreur coûtait des vies, et chaque village repris nécessitait un équilibre fragile entre sécurité et reconstruction. À ce moment précis, la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée non pas par un discours, mais par un choix stratégique. Favoriser la souveraineté opérationnelle plutôt que l'attente d'une aide extérieure lente et conditionnée. Cette option, qualifiée de risquée par les observateurs étrangers, a produit un effet domino inattendu. Les patrouilles mixtes ont commencé à stabiliser des zones où l'armée seule échouait depuis des années. Les villages abandonnés ont vu revenir des agriculteurs, parfois juste pour une journée, parfois pour rester, et dans les postes avancés, les jeunes recrues disaient pour la première fois qu'elles pouvaient envisager autre chose que la retraite ou la survie quotidienne. Ce contexte nouveau, presque imperceptible au début, a préparé le terrain pour la grande phase d'expansion qui allait suivre, celle où le pays comprendrait enfin jusqu'où cette stratégie pourrait le mener, et surtout ce qu'elle pourrait exiger encore. Le premier visage qui guide cette traversée du terrain n'est pas celui d'un général, mais celui d'un volontaire VDP revenu à Nikami après avoir évacué sa famille 2 ans plus tôt. Son récit, bref mais tranchant, montre comment les changements stratégiques se traduisent réellement dans la vie quotidienne. Moins d'embuscades sur les pistes, des convois qui circulent enfin, et la possibilité de travailler la terre avant l'aube sans craindre une attaque immédiate. Ce n'est pas une transformation totale, c'est une respiration nouvelle, timide mais perceptible, qui redessine la relation entre l'État et ceux qu'il prétend protéger. Un second témoin,
un enseignant ayant rouvert sa salle de classe fermée depuis la saison précédente révèle une autre dimension du tournant. Pour lui, la sécurité ne se mesure pas aux drones ou aux uniformes, mais au moment exact où les enfants ont retrouvé l'habitude de courir vers l'école sans attendre un signal. Il décrit comment la coordination entre soldats, volontaires et administrateurs a permis de réparer les portes, de remettre en place quelques tables et, surtout, de convaincre les familles de revenir. Ces deux trajectoires racontent bien plus qu'un retour progressif à la normalité. Elles démontrent comment un glissement stratégique, observé d'abord à Tenko, se traduit par des décisions minuscules mais décisives dans les villages. Un puits rouvert, une route dégagée, un marché surveillé par des patrouilles mixtes. Et la question demeure, suspendue mais inévitable. Si les fondations se consolident enfin ici, qu'est-ce que cela annonce pour la suite du pays entier? Avant que la dynamique ne bascule, la région vivait sous un enchaînement d'attaques qui forçait les habitants à fuir chaque mois un peu plus loin, et les forces régulières perdaient terrain après terrain sans véritable plan d'ensemble. Puis un changement soudain a réorienté la trajectoire. L'arrivée du Premier ministre à Tenko, dans la poussière, sans escorte cérémonielle, a donné aux unités locales la certitude que le centre du pouvoir assumait enfin le même risque qu'eux. Ce geste a déclenché la première phase du mouvement, une onde qui a traversé les lignes, reliant patrouilles, volontaires, errés et administrateurs, dans une coordination que l'on n'avait plus vue depuis des années. Dans les camps avancés, les messages radio, autrefois hésitants, ont commencé à annoncer des zones nettoyées, des routes ouvertes, des groupes d'insurgés repoussés vers l'est. Et derrière cette accélération silencieuse, on distinguait déjà l'empreinte stratégique d'Ibrahim Traoré, une doctrine plus offensive mais pourtant centrée sur la stabilisation locale. La montée en intensité est arrivée sans préavis, les opérations ont changé d'échelle, les drones survolaient chaque vallée, les VDP guidaient les soldats à travers les pistes étroites, et les convois roulaient plus loin que ce que les cartes militaires considéraient sûrs. Les insurgés ont tenté de répondre par des attaques éclairs, mais leurs positions se sont effritées au rythme des nuits où les villages restaient illuminés sans provoquer une fusillade. Les bases ennemies, autrefois réputées imprenables, se sont retrouvées encerclées par des unités mixtes qui connaissaient le terrain centimètre par centimètre. Et au matin où 3 camps insurgés sont tombés successivement, les drapeaux levés n'étaient pas seulement symboles. Ils montraient que la cascade des événements avait atteint son point de rupture. La population a ressenti le choc immédiatement. Les marchés se sont remplis, parfois timidement, parfois avec une énergie que l'on croyait perdue. Dans certaines localités, les enseignants sont revenus avant même que les toitures soient réparées, poussés par l'idée que la stabilité devait être vécue pour exister. Les agriculteurs, qui avaient abandonné leurs champs depuis 2 saisons, ont recommencé à semer sur des terres encore marquées par les traces des combats. Et les radios locales diffusaient une phrase répétée comme un souffle collectif. La région se lève. Mais cette montée n'est pas seulement l'histoire d'un front qui avance. Elle annonce la phase suivante, beaucoup plus délicate, où chaque victoire exige d'être consolidée avant que la pression extérieure ne tente de renverser l'élan. À Ouagadougou, les réunions de coordination ont évolué vers des cartes révisées chaque soir, des flux logistiques revus et une analyse constante de la fatigue des troupes. Les conseillers militaires savent que l'ennemi n'a pas disparu. Il s'est replié, il observe, il attend que la machine étatique montre une faille. Et c'est précisément là que la stratégie d'Ibrahim Traoré doit prouver qu'elle n'est pas seulement capable de conquérir, mais de tenir, maintenir, reconstruire et absorber les chocs à venir. Cette séquence d'événements, rapide, dense, presque brutale, redéfinit désormais le calendrier de tout pays. Elle trace une ligne entre le chaos d'hier et la possibilité d'un ordre nouveau. Elle laisse en suspens une interrogation que personne ne peut éviter. Jusqu'où cette dynamique peut-elle aller
avant de rencontrer sa limite? La mesure la plus parlante vient d'un simple constat. Entre janvier et mars 2025, la région a subi plus de 60 attaques, un niveau qui décrivait encore un territoire considéré comme ingouvernable. Quelques mois plus tard, avec la réorganisation des patrouilles et l'implication accrue des VDP, ce chiffre a reculé de façon notable, révélant un changement de dynamique que même les analystes sceptiques n'avaient pas anticipé. Cette baisse n'efface pas la menace, mais elle montre comment la répartition locale des forces transforme lentement l'équilibre opérationnel. Et dans ce glissement mesurable, on retrouve le fil conducteur de la doctrine portée par Ibrahim Traoré, sécurisé par capillarité plutôt que par concentration de puissance. Cette approche, jugée audacieuse au départ, prouve désormais son efficacité sur le terrain. Un deuxième indicateur mérite attention, les 72% du territoire repassés sous contrôle gouvernemental à la mi-2025, chiffre confirmé dans plusieurs communications officielles. Ce pourcentage ne décrit pas seulement l'étendue des zones sécurisées, il reflète surtout le retour progressif de l'administration, souvent invisible, mais indispensable à la survie des communautés. La présence institutionnelle, même minimale, permet de rouvrir des marchés et de remettre en marche des services essentiels. Elle crée un ancrage que les insurgés peinaient jusqu'ici à contester durablement. Et chaque zone consolidée devient un point d'appui pour étendre la stabilité vers l'Est. Le troisième repère est humain plutôt que militaire. Plus de 150 vies perdues dans la même période de référence, un rappel brutal du coût payé avant les premières améliorations visibles. Ce nombre, lourd et irréductible, éclaire la valeur réelle de chaque village sécurisé et chaque axe rouvert. Il indique que la progression n'a jamais été linéaire, mais gagné face à une pression constante. Les communautés ayant perdu le plus sont souvent celles qui soutiennent aujourd'hui le plus fortement les nouvelles initiatives locales. Et cette adhésion sociale constitue désormais l'un des remparts les plus robustes du dispositif national. Ces trois chiffres tissent une fresque cohérente que les observateurs extérieurs regardent encore avec prudence. Ils ne racontent pas la fin du danger, mais l'émergence d'un modèle où la souveraineté s'exerce à travers les villages plutôt qu'à travers les déclarations diplomatiques. Ils soulignent aussi la montée en compétence des unités locales, capables de combiner reconnaissance, intervention et sécurisation avec une agilité difficile à reproduire dans des structures militaires classiques. Le gouvernement voit dans ces résultats une justification directe des investissements réalisés dans la formation, la logistique de proximité et la coordination civilo-militaire. Et ceux qui suivent ce dossier depuis des années s'accordent sur un point. La transformation est réelle, même si elle reste fragile. Pour Ibrahim Traoré, ces indicateurs ne sont pas des trophées, ce sont des points d'alerte. Ils indiquent les zones où l'effort doit s'intensifier, les endroits où le soutien civil demeure insuffisant, et les fronts où l'ennemi pourrait retrouver une marge d'action. Ils dessinent une carte de priorités mouvante que chaque décision politique doit désormais intégrer. Et ils nourrissent une interrogation que personne n'ose formuler trop tôt. La tendance actuelle peut-elle se maintenir si la pression extérieure augmente? Deux visions opposées se confrontent aujourd'hui pour expliquer la transformation de l'Est du Burkina Faso. La première affirme que la stabilisation récente repose surtout sur un effet temporaire, un sursaut militaire lié au redéploiement des troupes, à l'arrivée de nouveaux équipements et à la relance des patrouilles mixtes. Selon cette lecture, si la pression logistique ou politique s'allège, l'avantage pourrait s'éroder aussi vite qu'il est apparu. Les insurgés, plus mobiles et moins dépendants de lignes d'approvisionnement complexes, disposeraient encore de marge de manœuvre dans les zones frontalières. Pour ces observateurs, les succès récents sont réels, mais fragiles, et ne préjugent en rien de la stabilité future. La seconde position soutient au contraire que le changement repose sur une dynamique sociale plus profonde. Dans cette perspective, la clé n'est pas la seule force militaire, mais l'implication croissante des communautés. Enseignants rouvrant leurs classes, agriculteurs revenant sur les terres nettoyées,
familles réinstallées près des marchés revivifiés. Cette lecture met en avant l'effet cumulatif de centaines de micro-actions locales qui, mises bout à bout, créent une forme d'enracinement difficile à renverser. Elle souligne également que les volontaires VDP, issus des villages, agissent comme un lien direct entre l'armée et les populations. Et pour ceux qui défendent cette thèse, c'est précisément cette combinaison civilo-militaire qui explique la baisse des attaques et la reprise économique imparfaite mais tangible. La réponse la plus solide se situe pourtant à l'intersection des deux visions. Les données disponibles montrent une corrélation claire entre les opérations coordonnées, drones, troupes régulières, VDP, et la réouverture progressive des infrastructures essentielles. Elles révèlent également que la circulation des convois et la restauration des services administratifs n'auraient pas été possibles sans l'appui constant des populations locales. Autrement dit, la sécurité nourrit la reconstruction, mais la reconstruction stabilise à son tour la sécurité. Et c'est cette boucle mutuelle, difficile à percevoir de loin mais bien visible sur le terrain de Nikami et Tenko, qui constitue aujourd'hui la force réelle du dispositif. Tout bascule ici. Ce moment charnière apparaît lorsqu'une opération, pourtant conçue comme une avancée limitée, révèle une réalité plus large. Les communautés locales ne se contentent plus d'attendre la sécurité, elles la coproduisent. Lorsque les troupes et les VDP ont progressé dans les vallées autour de Nikami, les villageois ont spontanément rouvert des axes secondaires que l'armée n'avait pas encore balisés, accélérant une dynamique que les planificateurs n'avaient pas anticipée. Cette initiative a fonctionné comme un signal inattendu. La population, éprouvée par des années de pertes, devenait elle-même une force de stabilisation, un facteur que les insurgés n'avaient jamais réussi à contenir durablement. Dans cette révélation discrète mais décisive, on retrouve le pari stratégique d'Ibrahim Traoré, une souveraineté qui avance non par bloc, mais par ancrage successif, chaque village consolidé servant de levier pour le suivant. Les répercussions les plus visibles concernent d'abord les agriculteurs et les zones rurales, comme on pourrait l'expliquer en passant. Avec la sécurisation progressive des pistes et la réduction des attaques dans les secteurs proches de Nikami, les communautés ont recommencé à exploiter des terres abandonnées depuis des mois. Les semences circulent plus régulièrement, les troupeaux se déplacent sans escorte armée systématique et les marchés hebdomadaires attirent de nouveau des villages voisins. Cette reprise reste fragile, mais elle montre comment une simple amélioration de la stabilité modifie immédiatement l'économie vivrière. Et derrière cette dynamique, beaucoup de familles identifient directement les effets de la stratégie mise en avant par Ibrahim Traoré. Les petites entreprises et acteurs économiques locaux, comme on pourrait l'expliquer en passant, ressentent à leur tour un changement concret. Les réparations de routes, même partielles, permettent aux transporteurs d'approvisionner des secteurs qui n'avaient plus vu de marchandises régulières depuis des saisons entières. Les ateliers de mécanique, boulangers et commerçants profitent d'une demande croissante liée au retour progressif des habitants. Cette relance n'efface pas les difficultés, notamment l'augmentation du coût du carburant et les ruptures de stock. Mais elle réactive des circuits économiques presque effacés par le conflit. Et cette respiration économique, même modeste, contribue à ancrer la stabilité dans la durée. Les conséquences pour les familles, les écoles et la vie sociale, comme on pourrait l'expliquer en passant, sont peut-être les plus profondes. Les enfants retrouvent des salles de classe rouvertes, parfois encore abîmées, mais redevenues des espaces de normalité. Les déplacements à pied deviennent plus fréquents, les commerces fonctionnent plus longtemps dans la journée, et les familles à se réinstaller reprennent des habitudes quotidiennes abandonnées pendant les années les plus violentes. Certaines communautés rapportent une baisse notable des départs vers les camps de déplacés. Et dans les villages où les enseignants et volontaires sont revenus ensemble, la cohésion sociale, si longtemps fracturée, semble se recoller lentement. Enfin, les implications pour la région du Sahel et pour l'équilibre politique, comme on pourrait l'expliquer en passant,
dépasse largement les frontières burkinabées. Les succès tactiques obtenus dans l'Est inspirent Tshisekedi déjà des discussions au Mali et au Niger, où l'on observe comment des forces locales, appuyées par une planification plus décentralisée, parviennent à reconquérir des espaces que des armées conventionnelles avaient perdus. Les capitales occidentales, elles, surveillent cette évolution avec prudence, inquiètes de voir émerger un modèle plus autonome, moins dépendant des dispositifs internationaux. Et dans plusieurs cercles diplomatiques, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît désormais comme un signal de repositionnement du Sahel, entre recherche d'indépendance et affirmation d'alliances nouvelles. Cette dimension régionale fait de chaque avancée locale une pièce d'un puzzle plus vaste, où la souveraineté se transforme en message politique. Au croisement de ces quatre dynamiques, une conclusion s'impose. La stabilisation de Nikami et de Tenko n'est pas qu'un épisode militaire. C'est un ensemble de conséquences en cascade qui modifient simultanément le travail agricole, l'économie locale, la cohésion sociale et la perception régionale de la puissance burkinabé. Le prochain cycle de 6 à 12 mois ouvre 3 trajectoires distinctes pour l'Est du Burkina Faso, chacune dépendant de la capacité du pays à maintenir la coordination entre forces locales, administration et communauté civile. La période est cruciale, car c'est généralement dans l'année qui suit une phase de reconquête que les systèmes fragiles révèlent leurs forces ou leurs fissures. Et à Nikami comme à Tenko, les signaux actuels restent mêlés, avancées solides par endroits, vulnérabilité persistante. Ailleurs. C'est dans cet entre-deux que se dessinent les 3 scénarios suivants. Dans une première hypothèse, la stabilisation serait lente, mais continue. La dynamique militaire se maintient à un rythme modéré, les VDP consolident les zones déjà sécurisées, et l'administration réinstalle progressivement ses services. Les marchés fonctionnent de manière irrégulière, mais durable, et les écoles rouvertes demeurent fréquentées. Dans ce scénario, les attaques ennemies se concentrent dans quelques poches frontalières, suffisamment éloignées pour éviter un basculement général. La population retrouve une normalité partielle, mais reste dans un état d'alerte prudente. Dans un second scénario, on peut imaginer une consolidation accélérée. Les succès actuels déclenchent un effet domino. Davantage d'agriculteurs reviennent. Les projets de reconstruction prennent de l'ampleur. Et les patrouilles mixtes étendent leur couverture. Les routes réparées permettent à de nouveaux flux commerciaux de circuler, créant une dynamique économique qui renforce la confiance des communautés. Les insurgés, bousculés, se replient hors des zones clés et perdent leur capacité d'organisation rapide. Si ce scénario se confirme, alors la région pourrait devenir un modèle de stabilisation communautaire dans le Sahel. Dans une troisième possibilité, une pression inverse pourrait s'exercer. L'ennemi profite d'une faille logistique ou d'une surcharge des forces locales pour reprendre l'initiative dans certaines zones. Les attaques ciblées se multiplient, visant les axes récemment rouverts et les infrastructures symboliques comme les écoles et les marchés. La fatigue des troupes devient un facteur critique et les déplacements de population reprennent dans les secteurs les plus exposés. Dans cette hypothèse, la progression récente risque d'être partiellement annulée, obligeant l'État à revoir son dispositif. Entre ces 3 chemins, une seule certitude demeure. Si la cohésion civilo-militaire se maintient, alors la trajectoire la plus stable restera accessible, même sous pression extérieure. Mais si cette cohésion se fissure, aucune prévision ne pourra protéger la région contre un retour du désordre. Pour ceux qui observent cette région depuis l'extérieur, les transformations en cours révèlent quelque chose de plus intime qu'une simple reconquête territoriale. Elle montre comment un pays marqué par des années de pertes réapprend à fonctionner à travers des gestes ordinaires. Ouvrir une boutique, marcher vers l'école, cultiver un champ, réparer une porte. Et pour beaucoup, ces détails résonnent comme une invitation à réfléchir sur ce que signifie réellement la sécurité lorsqu'elle dépend autant des citoyens que des institutions.
Les personnes engagées dans la reconstruction locale, enseignants, commerçants, conducteurs, agriculteurs, rappellent que chaque progrès repose sur des choix individuels. Leur détermination offre un repère pour ceux qui cherchent à comprendre comment naissent les sociétés résilientes dans des contextes fracturés. Ces exemples ne donnent pas de leçons, mais ils soulignent que la stabilité est souvent tissée par les mains de ceux qui n'apparaissent jamais dans les rapports officiels. Et cette réalité touche particulièrement les publics sensibles aux dynamiques communautaires. Pour les spectateurs intéressés par les questions géopolitiques ou sécuritaires, la situation ouvre une autre perspective. Elle montre comment une région longtemps considérée comme perdue peut redevenir un laboratoire de coopération locale, sans dépendre entièrement des cadres établis par les puissances extérieures. Cette reconfiguration invite à examiner comment les alliances, les stratégies régionales et les priorités nationales se redéfinissent à travers les initiatives du terrain. Et pour ceux qui cherchent à comprendre les futurs possibles du Sahel, ces évolutions offrent une matière précieuse. Au-delà de ces groupes, le public général peut trouver dans cette histoire une réflexion plus large. La reconstruction ne commence jamais par les grands projets, mais par la restauration lente des liens humains, de la confiance et du quotidien. Et même pour ceux qui ne connaissent pas le Burkina Faso, cette idée porte un écho universel. La prochaine phase dépend d'un cadre d'action clair, conçu pour transformer les gains actuels en stabilité durable. Dans cette perspective, l'approche défendue par Ibrahim Traoré repose sur une logique simple. Consolider ce qui fonctionne déjà, renforcer ce qui vacille et anticiper ce qui n'a pas encore émergé. Ce cadre peut se décliner en 4 étapes opérationnelles, chacune associée à un acteur précis et à un indicateur mesurable. Sécuriser les axes vitaux. Les forces locales et les VDP doivent maintenir des patrouilleurs régulières sur les routes reliant Nikami, Tenko et les villages agricoles. La mesure clé sera la continuité du trafic civil pendant plusieurs semaines consécutives. Si ces voies restent ouvertes, elles permettront aux marchés et aux services essentiels de reprendre leur rythme naturel. Cette stabilisation initiale sert de socle à tout le reste. Rétablir les infrastructures sociales. Les administrateurs et les comités communautaires doivent identifier les écoles, puits et dispensaires prioritaires. La progression se mesurera au nombre de services rouverts et réellement utilisés par les habitants. Cette étape ancre la reconstruction dans le quotidien, là où elle devient irréversible. Elle transforme l'espace sécurisé en espace vécu, renforcer l'économie locale. Les coopératives agricoles et les petits commerçants doivent recevoir un soutien logistique minimal, outils, transports, ateliers mobiles. Les indicateurs porteront sur les volumes échangés dans les marchés hebdomadaires. Lorsque les cycles économiques reprennent, la résilience communautaire se multiplie et chaque activité durable diminue chez la marge de manœuvre des groupes insurgés. Créer un réseau régional cohérent. Les autorités doivent coopérer avec les zones voisines du Sahel pour harmoniser les patrouilles et les flux commerciaux. L'efficacité se lira dans la réduction des attaques transfrontalières. Ce maillage donne à la stratégie d'Ibrahim Traoré une portée qui dépasse les frontières administratives, et il prépare le terrain pour une stabilité moins dépendante des circonstances. Le souvenir du volontaire VDP qui avait rouvert la route vers Nikami revient comme un fil conducteur dans cette conclusion. Son geste, simple mais chargé d'espoir, incarne tout ce que la région tente de reconstruire. Une normalité arrachée à la peur, un quotidien regagné mètre après mètre. Et lorsque les enseignants reviennent à leur salle de classe, parfois encore marqués par les éclats des années passées, leur présence devient un symbole de résistance plus puissant que n'importe quel discours officiel. Dans ces moments silencieux, la vision d'Ibrahim Traoré trouve son sens le plus profond. Une souveraineté née non pas dans les grandes annonces, mais dans les actes minuscules que rien ne peut facilement effacer. La stabilité commence toujours dans une main qui ose revenir.